On ouvre la partie débat de ce journal. Israël retourne aux urnes le 17 septembre. Le pays fera un véritable saut dans l'inconnu. Un plongeon la tête en avant dans la confusion depuis la dissolution kamikaze de la Knesset. Et 80 jours avant les élections, c'est l'incohérence qui règne. Des citoyens désabusés, une gauche qui se tire dans les pattes et un Premier ministre qui cherche la touche CTRL-Z de son clavier pour annuler le scrutin qu'il a lui-même sollicité. Bref, le climat politique est délétère. Vers où se dirige le pays? On va poser la question à nos invités. Frédéric Chilot, historienne spécialiste de l'histoire politique d'Israël, co-auteur de Jérusalem, Histoire, Promenade, Anthologie et Dictionnaire, c'est aux éditions Robert Laffont. Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, auteur d'Israël et ses paradoxes aux éditions du Cavalier Bleu. Daniel Haïk, analyste politique I24. Merci à tous les trois d'être avec nous. Le retour d'Ehud Barak en politique suscite beaucoup d'émotions en Israël. Cet ancien Premier ministre ne laisse personne indifférent, à commencer par Binyamin Netanyahou lui-même. La relation entre les deux hommes remonte aux heures de leur service militaire où l'un était le commandant de l'autre. Dans une unité d'élite en politique, ils n'ont cessé de s'affronter en duel. Bonsoir à tous les trois. Alors avant d'en reparler de ce duel Barak-Bibi, une question générale à tous les trois, s'il fallait résumer pour vous le climat politique qui règne en ce moment en Israël en un seul mot. Premier tour de table, chacun choisit un mot. Ladies first, Frédéric. Un mot, alternance, parce que pour la première fois peut-être, elle semble possible. On l'a vu dans les sondages, pour la première fois, non seulement l'opposition de centre-gauche a un bon score, mais le bloc de centre-gauche peut l'emporter, alors que dans les pronostics les plus généreux, jamais Gantz n'avait osé espérer l'emporter en termes de bloc. Et aussi, pourquoi alternance est possible? Parce qu'on voit que Binyamin Netanyahou a très peur. Ces dernières manœuvres le démontrent. Pourquoi il veut annuler les élections? Parce qu'il voit très bien que le 17 septembre, peut-être que le camp de la droite va perdre. Il n'a plus les cartes en main et le magicien Bibi, dont on a vu toutes les manœuvres au grand jour maintenant, il a un peu perdu sa vista. Il sent bien que le vent est en train de tourner. Voilà, il a perdu sa baguette magique. Pour vous, on va en revenir sur tous les points que vous développez. Un mot pour vous, Daniel. Le dégoût. Dégoût de l'opinion publique envers la classe politique israélienne, quelle qu'elle soit, que ce soit à gauche, au centre, à droite. On n'a pas digéré dans l'opinion publique israélienne cette dissolution de la Knesset. Vous savez, il y avait certains principes, et je parle devant un professeur en sciences politiques, il y avait certains principes dans la vie politique. Ça nous aidait pas mal, les analyses politiques. On disait par exemple qu'une Knesset ne pouvait pas s'autodissoudre avant 2 ans, parce qu'il fallait que chaque homme politique puisse profiter, fasse fructifier son statut de député. On voit que tout a été, tout vole en éclats, et quelque part dans l'opinion publique, si vous interrogez les Israéliens d'ailleurs, beaucoup d'entre eux ne savent pas pour qui ils vont voter. Beaucoup d'entre eux disent d'emblée qu'ils n'iront pas voter une deuxième fois cette année. Et il y a un véritable mépris pour l'ensemble de la classe politique. Ça peut commencer par Netanyahou, mais ça se termine, ça va de gauche à droite, sans distinction. Et je crois que c'est le terme qui résume le mieux. Alors, alternance, dégoût, et pour vous, Denis Charbit? Alors, je vais pas être original, je vais reprendre celui qu'a proposé Yossi Warter, le journaliste du Haaretz. Il a parlé, je le traduis en français, la démocratie comme pâte à modeler. Voilà, c'est un peu la même idée. Le dégoût, c'est la réaction, mais cette réaction, elle est inspirée par quoi? Par le sentiment que la démocratie, voilà, c'est une pâte à modeler, on en fait ce qu'on veut. N'oubliez pas, en 8 mois, on a tout vu. On a vu les élections anticipées, alors que la majorité sortante était forte pour tenir jusqu'à novembre 2019. Ensuite, on a vu donc un candidat qui n'a pas réussi, à la surprise de tous, de former un gouvernement, une majorité gouvernementale. Et au lieu de jouer le fair play, au lieu de jouer le principe, c'est-à-dire de permettre à un autre candidat du Likoud ou d'ailleurs de former le gouvernement, eh bien, il jette les dés, il redistribue les cartes en prononçant la dissolution. Et puis, quand il se rend compte que là, pour mauvais, non seulement les sondages, avant même les sondages, là où on a dit qu'est-ce qu'il est fort, mais il nous invente, il est capable de tout, à gauche comme à droite. Mais à un moment, on s'est rendu compte que c'est trop, parce que c'est vrai que cette petite période, ça n'a pas été très long, ça a été 2 mois, il n'y a que les problèmes personnels, les problèmes juridiques de Netanyahou qui sont allés avant, la question de l'immunité parlementaire, oui ou non, etc. Et là, c'est vrai, c'est le dégoût, trop c'est trop. Est-ce que ça va aboutir à la sanction dont vous parlez? C'est pas sûr, pour une raison très simple. C'est que l'abstention est générale. Les personnes ne veulent pas aller voter une seconde fois. En plus,
Russes de partout. Mais Zandberg, qui était quelques mois à peine présidente du Meretz, hop, se fait dégommer par Ilan Horvitz. Voilà, il y a un côté là où on aurait, à la limite d'ailleurs de ce point de vue-là, même si au départ on a dit bleu, blanc, sang d'or, etc. C'est vrai que ça fait un peu, ça tranche avec le rythme effréné qui est un peu partout, Barak, Netanyahou, etc. Mais finalement ils disent, on est parti aux élections comme ça en avril, on reste avec les mêmes, y compris Lapid comme alternance si Gantz exerce le pouvoir. Il y a quelque chose d'une stabilité, c'est pas exaltant, mais ça fait un peu plaisir ça rassure dans une situation où, encore une fois, la démocratie est devenue pâte à modeler. C'est une vraie stratégie sans doute réfléchie. Frédéric Chilot, c'est à l'historienne que je m'adresse. Est-ce qu'on peut dire de manière historique que l'instabilité est la norme du parlementarisme israélien, mais que cette fois, c'est un vrai nouveau record qui est établi? Vous avez tous les trois des mots très durs ce soir. Ehud Barak parle des jours les plus sombres d'Israël. Est-ce qu'il faut être aussi dramatique? D'un point de vue historique, normalement, les gouvernements tiennent 2 ans, la moitié de la mandature. Là, Netanyahou était allé au terme de son mandat, c'était un exploit finalement. Et de provoquer ces élections d'aujourd'hui, de vouloir à nouveau les annuler, on a vu évidemment les manœuvres. Alors est-ce qu'il y a un dégoût et un gâchis? C'est vrai, il y a un gâchis qui est d'abord économique, parce que ces élections ont un coût. Ça a un coût économique, ça coûte un demi-milliard de shekels. Ça a un coût politique parce que la vie politique est arrêtée, elle est en suspens. Il y a de nombreux budgets qui ne peuvent pas être votés. Ça coûte par exemple aussi pour Tsahal. Le budget de Tsahal ne peut pas être... et le plan notamment de Tsahal ne peut pas être lancé parce que le politique ne suit pas. Et on a un gouvernement fantoche qui est là, puisque Netanyahou a mis quelques hommes dans le gouvernement. Il a fait des remplacements en mettant Smotrich au transport, mais c'est un gouvernement fantoche. Et donc, les Israéliens sont sans doute épuisés, lassés de voir ce spectacle, et ils veulent des faits. En plus, on annonce un déficit record et une année prochaine qui sera absolument terrible, parce qu'il va falloir rattraper tout ça dans les budgets. Les impôts, ça va être très dur, il va y avoir des coupes budgétaires très difficiles et douloureuses pour le contribuable israélien. Est-ce que la droite va être sanctionnée après cette situation que décrit Frédéric Chilot? Parlons d'Ehud Barak quand même. Très concrètement, il était le dernier Premier ministre de gauche, c'était en 2001. Est-ce que c'est lui à nouveau qui va ramener ce flambeau de la gauche au pouvoir? Alors c'est assez intéressant, Ehud Barak, parce que si on lit les éditorialistes de la presse israélienne de ces derniers jours, depuis qu'il est revenu sur le devant de la scène, on a l'impression que c'est presque le sauveur qui va arriver pour sauver la gauche israélienne. Mais c'est prouvé que les éditorialistes aussi ont parfois la mémoire courte. Si on revoit l'histoire, ce que j'ai fait ce matin, l'histoire de Barak, l'histoire politique d'Ehud Barak, elle est jonchée d'échecs. Elle est jonchée d'échecs, jonchée de comportements problématiques. Il a été, sans aucune contestation possible, le plus piètre Premier ministre de l'histoire de l'État d'Israël, en tout cas le plus court, parce qu'il a eu un mandat de moins de 24 mois, une vingtaine de mois, qu'il n'avait plus de coalition gouvernementale au bout de 18 mois, qu'il a joué dans la scène politique internationale, il a fait toutes les erreurs possibles, il a mis toutes ses billes dans le camp syrien en essayant d'avoir un accord avec Hafez al-Assad, ça a échoué, après il s'est retourné sur Yasser Arafat sans avoir préparé le sommet de Camp David, ça a échoué, l'intifada est arrivée, le retrait israélien du sud-Liban unilatéral, tout cela c'est Barak. Et après, lorsqu'il revient, il s'en va, il est vaincu par Sharon en 2001, il revient, on va dire en 2007, par Ehud Olmert, c'est lui qui tire une balle dans le pied d'Ehud Olmert, qui pousse Olmert dehors vers la porte de sortie, et c'est lui qui a fait exploser le parti travailliste en créant une formation, Atzmaout, pour rester à l'intérieur du gouvernement de ce même Binyamin Netanyahou qu'il critique aujourd'hui, qu'il considérait comme le pire des mots pour l'État d'Israël. Donc il y a une problématique Barak. Comment aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui Barak, est-ce que on va dire l'opinion publique politique israélienne a totalement oublié tout ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a quand même des cartes dans son jeu, Ehud Barak, avec il a 78 ans. 77. Vous n'êtes pas gentil, vous lui rajoutez une année. Est-ce que Binyamin Netanyahou doit craindre le retour d'Ehud Barak dans l'arène politique? Est-ce que c'est un vrai danger pour lui? Est-ce qu'on peut dire
dire au moins que Ehud Barak, c'est la voix d'opposition à Binyamin Netanyahou la plus limpide, la plus aiguisée du pays, et depuis de nombreuses années déjà. Alors, je dirais que c'est très paradoxal, parce que d'un côté, ce dégoût de l'électorat, n'oubliez pas le dégoût que nous avons tous éprouvé de gauche à droite, des laïcs comme des religieux, après cette campagne qui a été si virulente et si violente. Alors, le point fort d'Ehud Barak, c'est qu'il apporte au camp de la gauche, battu, défaite après défaite, il apporte de l'adrénaline. Voilà, c'est clair. Il apporte de l'adrénaline, une rhétorique très claire, très ferme, là où le pauvre Benny Gantz apparaît comme un peu endormi. Et donc, de ce point de vue-là, il apporte, alors pas un 109, parce qu'effectivement, c'est pas un 109, mais il apporte une sorte de l'émoi. Voilà, il apporte. Et par rapport à Benyamin Netanyahou, qui est très clivant, ça peut jouer, si ce n'est que dans le climat où on ne veut pas d'une campagne électorale de cet ordre-là, on ne veut pas de cette rhétorique excessive, dramatique, je ne suis pas sûr que ça joue. Mais j'ajouterai un dernier point, et c'est là où, malgré tout, Netanyahou peut le craindre. C'est que comme il y a maintenant deux têtes, même si électoralement ça ne se traduira pas par deux parts égales, entre la gauche, Meretz plus Barak plus travailliste, et le centre, Netanyahou aura beaucoup de mal à utiliser la rhétorique. Le parti de Gantz, c'est un parti de gauche. Ils feront alliance, mais on ne peut plus dire que c'est un parti de gauche quand on a Barak à ses côtés. Forcément, Benny Gantz se positionnera plus au centre droit avec l'arrivée d'Ehud Barak. C'est ce qu'il a essayé de faire. L'un jouera comment dirais-je, le canon, il donnera la canonnière, et l'autre au contraire la sérénité. Et cette alliance-là peut faire basculer les électeurs de Carlon vers Benny Gantz. La gauche, y croyant un petit peu plus, ça renforcerait. L'hypothèque des Arabes reste toujours ouverte. On ne sait pas si l'Union va favoriser le retour, mais voilà, il y a quelque chose. Mais on a beaucoup dit, c'est la première fois. Non, il faut d'abord dire que Barak est le seul que craint Netanyahou, parce qu'il méprise tous les autres. Ça, c'est important. C'est le seul candidat, le seul homme politique, le seul général, le seul chef d'état-major qu'il respecte, parce qu'il déteste et qu'il méprise tous les autres. Ensuite, effectivement, il y a une stratégie qui est intéressante. Les deux stratégies vont pouvoir se combiner. Celle de Gantz, il est à fleur et moucheté contre le Bibi. Pourquoi? Parce que stratégiquement, il cherche à avoir les voix de droite. Donc il ne peut pas l'attaquer frontalement. Il l'attaque sur sa politique à Gaza, et à juste titre. Il l'attaque sur l'économie, il l'attaque sur d'autres faits, mais il ne peut pas l'attaquer. Le centre vers la droite. Barak, lui, est totalement délivré de cela, et il peut avoir un ton agressif, le ton aussi un petit peu outrancier et un peu prétentieux qu'on lui connaît, mais il a la carrière aussi légitime pour le faire. Est-ce que Barak, c'est aussi le retour d'une vraie gauche, droit dans ses bottes, qui s'assume, qui n'a plus peur, de parler comme un vrai parti de gauche? On a entendu les membres de son mouvement cette semaine parler de siéger possiblement avec les partis arabes, et ça c'est nouveau. Le parti travailliste était loin d'assumer une telle gauche. Et puis ils le disent en disant nous sommes de gauche et nous ne sommes pas des gauchistes. Si aujourd'hui les gauchistes c'est Lieberman, puisque c'est ainsi que l'insulte suprême, l'infamie qui est portée par Netanyahou contre tous ses opposants quels qu'ils soient, effectivement Barak est un homme de gauche mais aussi un homme d'État. Et ça, c'est important. Il est en face de lui maintenant 4 généraux et aussi des hommes d'État. Et Barak vous fait sourire décidément, Daniel. Vous savez, je ne sais pas pourquoi. On dit depuis de nombreuses années que Netanyahou roule pour Netanyahou. C'est exact, n'est-ce pas? On dit cela. Eh bien, je vais peut-être vous décevoir en disant que Barak ne roule que pour Barak. Si Barak est revenu en politique, c'est pas pour être le chef d'un petit parti quelque part entre le parti Meretz et le parti bleu-blanc. C'est pour d'abord, dans un premier temps, et vous savez, Barak est connu pour monter et démonter des montres. C'est sa spécialité. Vraiment, il est orfèvre dans la matière. Eh bien, il est capable. Il va d'abord rassembler le bloc de gauche, prendre la tête du bloc de gauche, s'imposer et mettre de côté les petits jeunes là, comme Shmouly, Shafir et Nitzan Horowitz. Et puis après, il va s'imposer face à Benny Gantz. Il va dire, quand même,
Est-ce que vous voyez Ehud Barak, ancien chef d'état-major, ancien ministre de la Défense à de multiples reprises, ancien Premier ministre, être sous les ordres de Benny Gantz, qui était probablement commandant ou lieutenant-colonel lorsque lui, il était déjà chef d'état-major? Certainement pas. Le véritable but d'Ehud Barak, eh bien, c'est d'être Premier ministre de l'État d'Israël ici, dans quelques mois. Est-ce qu'effectivement, Daniel, ça change l'équilibre des forces et pour la première fois, peut-être depuis très longtemps, ce bloc de centre-gauche serait majoritaire? Ce bloc de centre-gauche le bloc bleu-blanc, s'il reste uni jusqu'à la fin, eh bien, va essayer de collecter ses voix auprès des déçus de Netanyahou. Il y en a de plus en plus dans l'échiquier politique israélien, dans l'opinion publique. Et ceux qui ne veulent plus, ceux qui en ont assez quelque part de ce que j'ai exprimé par le dégoût, l'écœurement, eh bien, oui, effectivement, il y a une opportunité cette fois-ci. Mais, vous savez, d'abord, il y a des réflexes aussi. Hein. À la dernière minute, les gens de droite ont l'habitude, et lorsqu'ils arrivent devant les urnes, même si ils ont une certaine réserve par rapport au comportement de Binyamin Netanyahou, eh bien, à la fin, finalement, eh bien, ils mettent quand même Binyamin Netanyahou parce qu'ils sont inquiets. Je peux très bien comprendre. Je discute avec des gens qui me disent: que va-t-il se passer après Netanyahou? Ils ont peur d'un État d'Israël après Netanyahou, sans Netanyahou. Mais il y a dans le Likoud, dans la droite israélienne, il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Frédéric Chilot, Binyamin Netanyahou est en difficulté, même au sein du Likoud. Il y a des frondeurs, même si personne... Le silence des ministres, on ne les entend pas. Personne n'est prêt à porter le coup et à être le nouveau Brutus. Non. Voilà. Personne ne veut... Personne ne plantera le couteau le premier. Exactement. Non, mais il n'est pas encore suffisamment affaibli. Mais Netanyahou, je pense qu'avec une manœuvre comme il a fait la semaine dernière, d'essayer de revenir en arrière, etc., ne gagne pas des points. Il en perd dans l'opinion publique. Vous savez, les gens voient aussi très bien que bleu-blanc, c'est la droite sans les affaires, la droite sans la corruption. Ils sauront très bien mener exactement la même politique étrangère et la politique même peut-être intérieure sur la même ligne que le Likoud. Autre question au cœur de ce nouveau scrutin. Qu'est-ce qui clive aujourd'hui en Israël? Le clivage fondamental était structuré, vous le savez, autour de la question palestinienne. Lui ont succédé ces dernières années les questions d'identité, d'équilibre des pouvoirs, d'état religieux. Ou alors on oublie toutes ces questions essentielles pour en poser une question qui domine le débat public depuis 10 ans en Israël. Pour ou contre Bibi? C'est votre édito politique, Drora Ben Sapir. Bonsoir Barbara. Ces dernières années, la vie politique israélienne semblait être dominée par une seule et même question: oui ou non à Binyamin Netanyahou, à son maintien à la tête du gouvernement. Une tendance qui s'est accentuée depuis que des soupçons de fraude et de corruption pèsent sur le Premier ministre. Les résultats des élections du 9 avril dernier en étaient en quelque sorte la concrétisation la plus spectaculaire. Le Likoud, qui jamais auparavant n'avait été autant identifié, inféodé, selon certains, à son chef de file, obtenait l'excellent score de 35 mandats. La liste bleu-blanc, composée de personnalités issues d'horizons politiques différents, voire contradictoires, et dont le seul objectif commun était de faire chuter Netanyahou, parvenait elle aussi à faire entrer 35 représentants à la Knesset. 35 députés pour les partisans de la ligne tout sauf Bibi, 35 pour ceux de la ligne seulement Bibi. En grossissant un peu le trait, on peut donc affirmer que 70 députés sur 120 ont été élus autour de la seule question du maintien ou non au pouvoir de Binyamin Netanyahou. 3 mois après le scrutin et 2 mois et demi avant les prochaines élections, le changement est radical. L'incapacité de Netanyahou à former une coalition gouvernementale en a été l'élément déclencheur. L'intransigeance d'Avigdor Lieberman concernant la loi sur la conscription des ultra-orthodoxes, l'entreprise de redéfinition de l'ancien ministre de la Défense comme champion de la cause laïque a provoqué un retour inattendu des questions relatives aux relations entre la religion et l'État dans le débat public. D'autre part, les révélations des médias sur les tentatives de Binyamin Netanyahou de former une coalition avec une partie de la gauche, puis son rapprochement tactique avec certains députés des partis arabes, ont perturbé de nombreux faiseurs d'opinion à droite qui ont pris publiquement leur distance avec le Premier ministre. Il n'est désormais plus possible de mettre un signe égal entre le nom du chef du gouvernement et l'ensemble de la droite israélienne. Parallèlement, le retour d'Ehud Barak a redonné vie à une gauche considérée comme moribonde. Si l'ancien Premier ministre n'a rien d'un militant de gauche, c'est entouré de personnalités nettement ancrées dans cet espace idéologique qu'il tente de réussir son comeback, avec l'ambition affichée de fédérer l'ensemble des formations situées à la gauche de bleu-blanc et de proposer une alternative idéologiquement plus claire à la coalition centriste.
Une droite qui timidement, mais sûrement, tente de s'affranchir de la tutelle sans partage de Benyamin Netanyahou. Une gauche qui tente de sortir de sa torpeur, de se redéfinir au-delà du simple rejet de ce même Netanyahou, et des sondages qui prévoient logiquement un affaiblissement des deux grands partis. Peut-être le début d'une nouvelle ère dans la vie politique israélienne que l'on tentera d'analyser sans vous, Barbara, ce qui ne sera pas facile, bien évidemment. Alors bonne continuation et merci pour votre excellent travail. Merci, Dror. Est-ce que la vie politique en Israël, Denis Charbit, est encore idéologique ou est-ce que tout tourne autour d'un seul homme, deux camps, ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre Benyamin Netanyahou? Je pense que les électeurs sont beaucoup plus idéologiques que ne le sont les dirigeants politiques qui certes agitent les slogans mais finalement font beaucoup de surplace. Je dirais que ce qui me paraît très clair aujourd'hui, vous savez, quand on interroge les journalistes à l'étranger sur les leaders illibéraux, on dit Bolsonaro, on dit Trump, on dit Poutine, on dit Erdogan, on ne dit pas Netanyahou. Pourquoi? Parce que Netanyahou avait de la tenue, avait une certaine dignité qu'on ne peut pas lui retirer. Et là, il s'est brûlé. Il est un peu comme Icar Eledal. Il a brûlé son crédit personnel auprès d'une partie de son électorat. C'est effectivement ce dégoût-là. Alors, en plus, dans une situation qui va être totalement inédite, on va avoir une campagne électorale en juillet, en août. Et finalement, donc pas de campagne électorale parce que les Israéliens, peu sont ici. Et juillet, août, on est en vacances, on est à la plage, on n'a pas le temps pour une campagne électorale. On va avoir 15 jours de campagne électorale. Et il n'est pas impossible que Netanyahou joue peut-être une autre carte que la carte qu'il a jouée jusqu'à présent parce que celle-là, le charme est en train de se rompre. Frédéric Silo. Oui, tout tourne quand même autour de lui, de Bibi. Là, on voit qu'il va battre des records. Il bat le record de Ben Gurion en étant le Premier ministre le plus au pouvoir. C'est un colosse de la vie politique, mais c'est un colosse au pied d'argile. Il est affaibli politiquement. Il est affaibli 15 jours après ses élections. Il aura sa première audition pour parler de ces 3 affaires de corruption. Tout ça, c'est dans l'esprit. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce colosse au pied d'argile, quand il s'écroulera, eh bien, ça ne va pas faire des dégâts, ça ne sera pas le chaos. Alors peut-être le chaos au Likoud, mais ça va libérer l'horizon politique parce qu'on le voit, par exemple, aujourd'hui, on pourrait très bien avoir un gouvernement d'union nationale avec le Likoud bleu-blanc, il serait à 70 députés. Tout ça est possible, mais ça n'est possible que sans Bibi, sans Netanyahou. Le mot de la fin pour vous, Daniel. Certainement, Benyamin Netanyahou est au cœur de la vie politique israélienne depuis plus de 20 ans et il est clair que rien ne sera plus comme avant lorsqu'il quittera la vie politique. Et il est clair qu'il a marqué, si effectivement il a du respect pour Ehud Barak, Barak ne pourra pas arriver on va dire à son talon, au talon politique de Benyamin Netanyahou. Il a été Premier ministre pendant 15 ans, 14 ans. Il bat, comme l'a dit Frédéric, le record de David Ben Gurion. Mais le grand reproche que l'on pourra faire à Benyamin Netanyahou, c'est de ne pas avoir fait ce que vous faites ce soir, c'est-à-dire de s'être retiré au sommet de son art. C'est-à-dire, et je crois que quelque part, peut-être qu'un jour, il le regrettera parce qu'il aurait pu partir, même s'il est encore là et probablement encore là pour quelque temps, par la grande porte, et comme vous le faites aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été avec moi ce soir. À suivre sur I24, Elie sans interdit. Elie Chouraki aborde ce soir le deal du siècle signé Donald Trump. À ses côtés, Danny Ayalon, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, et Ashraf Al-Ajrami, ancien ministre palestinien. Merci de votre fidélité à I24. Ça nous touche et ça nous encourage. Merci à ma sœur de cœur, ma Débo. Passez une très belle soirée. Portez-vous bien.